Bonsoir à tous. Alors, ce soir, nous allons parler photographie, fratrie et Première Guerre mondiale. Donc, le livre dont vous avez la couverture sous les yeux, La Grande Guerre de Joseph et Loïs Roux. Donc, le livre fait à peu près 260 pages. Il est paru assez récemment, en 2023. Les auteurs, entre guillemets, en tout cas qui présentent l'œuvre, vous le voyez, sont Yves Le Maner et Yann Brouillet. Et vous le trouvez au prix de 30 €. Donc c'est un livre assez cher. Donc contexte. Alors, la vie est un éternel recommencement de la vie de merde, surtout, puisque malheureusement j'avais supprimé toutes mes notes sur le livre. Je ne sais pas pourquoi, je les ai écrasées sans faire exprès. J'ai dû tout refaire. Ce qui est assez embêtant, parce que généralement je prends des notes en un seul passage, donc je lis et j'écris rapidement quelques notes, et c'est assez délicat de retrouver ce que j'ai pu dire en un temps où j'avais juste fini le livre, et puis j'étais encore dans peut-être d'autres dispositions d'esprit, une tonalité peut-être un peu plus juste. Ça fait chier, mais on va pas se laisser rabattre pour si peu en parlant de Première Guerre mondiale, ce serait un petit peu de mauvais ton. Alors, ce livre, il est la confluence de plusieurs faits exceptionnels. D'abord, les 2000 pages du carnet de guerre de Loïs Roux, d'août 1914 à décembre 1918. Et ensuite, eh bien, les près de 2000 photos de Joseph Roux jusqu'à sa mort en décembre 2015, puis de Loïs. Et donc sur ce total, je crois, de 1958 photos, donc quelques centaines de Joseph et le reste de Loïs, eh bien, 1284 nous sont parvenus. Et puis enfin, dernier point de convergence, eh bien la présence du 23e régiment d'infanterie auquel ils vont appartenir à un moment, sur tous les points chauds du front. Donc le témoignage qui est à la fois écrit et visuel, eh bien, va dresser un panorama complet de 52 mois de guerre. Une vision des hommes, donc du groupe, du régiment, mais aussi d'un homme selon sa sensibilité, et le témoignage aussi en filigrane d'un cheminement intellectuel du patriotisme guerrier à un certain pacifisme de dégoût. Alors ce que vous avez sous les yeux, ce sont les carnets, hein. C'est bien entendu pas le livre qui est fait de cette façon-là. Alors la rigueur du témoignage chez Loïs Roux est de mise. Comme vous voyez, chaque photo, elle est datée, localisée, contextualisée par le photographe, sachant que théoriquement, la photographie sur le front était prohibée, ce qui sera largement contourné dès le début parce que, eh bien, techniquement possible et accessoirement très compliqué à empêcher. Le conflit de 14 sera le premier à être si massivement photographié dans son action, je précise, avec l'apparition du Kodak Vest Pocket que vous avez sous les yeux, et qui est apparu en 1912, et qui permettait une photographie, comment dirais-je, sur le terrain, puisqu'il était de dimension beaucoup plus réduite. Et donc, la photographie, au-delà même d'ailleurs du Kodak Vest Pocket, commençait réellement à devenir un loisir accessible, une expérience connue. Et donc l'administration va être rapidement assez souple avec les autorisations, sachant aussi, pourquoi cette souplesse, que si le loisir se répandait, ça restait une pratique de niche avec des demandeurs souvent gradés, un reflet de leur position sociale, d'où cette certaine tolérance, que la plupart des demandes étaient faites de militaires haut placés. Et d'ailleurs, avec le service cinématographique des armées et le service photographique des armées qui sont créés en 1915, je sais plus exactement le mois, et l'État va très rapidement suivre le mouvement, pour aussi contrôler un petit peu ses propres images. Et donc Loïs Roux profitera lui de la grande liberté de mouvement des brancardiers pour procéder à de très nombreuses prises de vue. Alors, qui sont les deux frères et comment ce livre est né ? On va parler très rapidement biographie en quelques lignes. Donc Joseph et Loïs Roux, que vous avez sous les yeux,
Alors Joseph est l'aîné, il est né en avril 1881 dans le Rhône, dans une famille de la bourgeoisie catholique. Il est ordonné prêtre, hein, vous le voyez à l'accoutrement, c'est pas Mardi Gras. Il est ordonné prêtre en 1907, ce qui ne l'empêche pas, d'ailleurs, Troisième République oblige d'avoir fait son service militaire. Et Louis Roux, alors qui se fera appeler Loïs à partir du séminaire sans que l'on sache vraiment pourquoi, à vrai dire j'ai pas vraiment cherché non plus. Ceci étant dit, Loïs est un dérivé de Louis, hein, donc bon, c'est pas non plus très étonnant, mais je ne sais pas pourquoi il va transformer son prénom en Loïs. Et donc lui, il est né un an plus tard, en novembre 1882, et même service militaire et même ordination en 1908. Les deux frères sont engagés volontaires en août 1914 et sont affectés au service de santé de l'arrière. Puis, ils se portent volontaires pour intégrer en mai 1915 le service de santé du 23e régiment d'infanterie. Donc Joseph est tué en portant assistance à un blessé le 21 décembre 1915 sur les pentes de l'Hartmannswiller Kopf. Et Loïs va lui passer à travers les balles, entre guillemets. Il va terminer avec plusieurs citations, la croix de guerre, la médaille militaire, et finalement il sera décoré de la Légion d'honneur en 1960, et je vous ai mis, Loïs Roux au même endroit, seul après la guerre. Et il meurt en 1970, donc à 87 ans. Alors je m'étale pas sur les convictions, alors ce sont des catholiques anti-parlementaires, ça appartient à la sphère privée de l'homme, hein, du soldat. C'est vrai que les écrits de Loïs Roux témoignent de son dégoût de la République, puis éloigné de ses valeurs, mais il se bat, et c'est ça qui est intéressant. On l'a vu aussi à l'époque avec Augustin Cochin, quand j'avais parlé de son œuvre dans les élites françaises. C'est une constante de toutes les sociétés de mobilisation de masse, hein, c'est normal. Bien que l'on puisse le relativiser en l'espèce par l'attaque sur notre sol, il n'empêche que beaucoup de nos ancêtres se sont battus pour un régime qu'ils haïssaient bien plus, et pour des raisons sans doute bien plus fondées, que nous ne pouvons détester notre République, ou en tout cas son personnel dirigeant. Je trouve ça intéressant, dans le sens où les propos indiquent sans doute une échelle de valeurs différentes dans laquelle la France représente une espèce de permanence au-delà de son régime. Aujourd'hui, je crois que la République est parvenue à incarner la France dans son corps, et ça rend la chose un petit peu plus difficile, l'identification un petit peu plus difficile. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ça ne change pas le fond de la pensée de notre homme lorsqu'il bascule un petit peu dans ses propos du patriotisme militaire au pacifisme, puisque finalement, que la République s'attaque à sa religion ou envoie les hommes dans cet enfer par millions, elle reste effectivement pour lui de peu d'attrait. Et donc Loïs Roux recopiera après la guerre au propre son journal jusqu'en 1962, donc il va l'enrichir de grand nombre de tirages photographiques tous numérotés. Et donc au fil de diverses tribulations, les 4 carnets, qui sont accompagnés de 6 autres que vous voyez qui sont photographiques, ils vont être acquis dans une vente aux enchères par les archives du département du Rhône, et par ailleurs les 4 volumes numérisés sont accessibles en ligne sur leur site. Je les ai consultés abondamment, notamment pour les images d'illustration, et on a d'autres éléments qui vont être retrouvés notamment dans l'environnement familial. Mais alors quid du photographe ? La motivation des photographes au début de la guerre, elle n'est d'abord que triviale. Au début, c'est d'abord combler le temps libre, socialiser, fixer la mémoire et les éléments d'une époque dont la monstruosité n'empêche pas, je dirais même plutôt favorise l'état d'exception. Et d'où cette volonté de socialiser, de combler le temps libre et compagnie au début, l'homogénéité de la plupart des tirages, et finalement le peu de présence de la mort sur l'image par rapport à sa place réelle. C'est-à-dire que si des historiens prenaient ça et s'y penchaient dans 10 000 ans, on pourrait presque conclure un joyeux conflit. Loïs Roux, avant d'être un photographe, c'est d'abord un prêtre, un infirmier et aussi un sous-officier d'un grand courage. Il n'est pas un photoreporter, sa vocation n'est pas de rapporter l'information, il n'est pas
Il n'est pas non plus un journaliste dans son but, mais bien par extension, il l'est un petit peu par les moyens mis en œuvre, parce que il n'est pas un amateur, c'est un connaisseur de la technique de la photographie, et pour autant, ce qui la rend assez intéressante, c'est qu'il n'est pas non plus à la recherche de l'effet. C'est un photographe des hommes, il va noter scrupuleusement pour mémoire tous les photographiés, beaucoup plus d'ailleurs que les paysages, et il n'empêche que derrière, son service actif de brancarder sur le front, c'est un véritable second travail auquel il s'adonne. Son carnet porte la trace d'une vraie activité frénétique, des commandes mensuelles de plusieurs centaines de tirages qui va passer chez divers fournisseurs. Et si la motivation, très clairement, elle n'est pas lucrative, c'est indubitable que malgré les sommes importantes qui parfois transitent entre ses mains, il ne va pas en tirer un seul franc de son activité. Elle est quasi toujours désintéressée, dans le but surtout de servir ses camarades et de servir la mémoire des hommes. Ça n'est pas toujours le cas non plus. À l'été 1918, je le cite, il note, je le cite, « J'ai un projet, le voici. Le commandant du régiment, lieutenant-colonel bien-aimé, est religieux. Je lui ferai tirer des photos de l'offensive, les lui remettrai et espère avoir une citation. » Voilà. Donc parfois, effectivement, vous avez ce travail un petit peu plus intéressé, mais ça n'est pas le motif principal de toutes les photographies et de tous les carnets qu'il va scrupuleusement remplir. Alors qu'est-ce que ce livre, tel donc La Grande Guerre de Joseph Héloïse Roux, qu'est-ce que ce livre nous raconte? Alors, vient dans le livre la chronologie du parcours des frères, donc après la présentation biographique, accompagnée donc cette chronologie du texte de Loïs, des photographies et de quelques annotations. Je vous mets ici les frères Roux sur le front. Donc jusqu'en mars 1915, c'est l'arrière, c'est l'ambulance, les tombes aussi, et donc jusqu'à l'engagement au 23e RI. Je vais dire 23e RI, ça ira plus vite. Vous avez ici une photographie du 23e RI. La première étape dans ce parcours, c'est la bataille de La Fontenelle dans les Vosges, qui se déroule en juin et juillet 1915, où le régiment va perdre 500 hommes en une journée d'attaque allemande, avant de contre-attaquer et de reprendre le village de La Fontenelle quelques jours plus tard. C'est pour les deux frères la découverte réelle des combats. Le plus dur, semble-t-il, en tout cas dans leurs notes, est, après la reprise du terrain, notamment d'exhumer et d'inhumer proprement des hommes tombés très souvent depuis un mois qui sont dans l'état que l'on imagine. En décembre 1915, donc destination l'Alsace et l'Hartmannswiller Kopf, qui est un sommet des Vosges qui est entre 900 mètres ou 1000 mètres, enfin c'est pas non plus une haute montagne. Et entre le 20 décembre, par contre, c'est le lieu d'une bataille célèbre, bien entendu. Entre le 20 décembre et le 10 janvier, le 23e RI va perdre plus de 900 tués, blessés et disparus. Donc c'est une moyenne quand même de 40 hommes par jour. Sachant, je le précise, je crois que l'effectif théorique d'un régiment d'infanterie en 1914, c'est entre 3000 et 3500 hommes. Donc vous avez... on va dire un quart de tués, blessés et disparus dans cette bataille en une vingtaine de jours. Les frères Roux prennent assez peu de photos du relief et la bataille se déroule dans des conditions assez terribles, c'est les Vosges en plein hiver, c'est un froid absolument atroce. Et le 23 décembre, Loïs apprend que son frère est tombé depuis peu en tentant de porter secours à un blessé le 21, donc 2 jours avant. Vous avez ici les pentes de l'Hartmannswiller Kopf, et malgré ses tentatives, il ne pourra jamais récupérer le corps de son frère, qui rejoindra malheureusement la somme des enterrés anonymes et autres corps jonchant le sol de notre belle patrie. De janvier à juin 1916, le régiment qui a été bien entendu étrillé par ce combat, il est au repos. Puis on l'affecte à un roulement, on l'affecte à une zone plus calme du front, en l'occurrence à Saint-Jean-d'Ormont dans les Vosges, où finalement il va compter une poignée de tués en 5 mois, donc c'est un repos pour le régiment. Repos pour, effectivement, en juillet 1916, mieux retourner dans la Fournaise, en l'occurrence dans la Somme, aux côtés des Anglais, où en 2 mois, le régiment va perdre 1200 tués, blessés et disparus.
Vous avez ici photographie de Loïs Roux dans la Somme. Et on commence à assister bien au grignotage du moral que l'on lit progressif, à la fois personnel et collectif. Le 4 septembre 1916, par exemple, Loïs Roux écrit, je le cite, « Rien de particulier. Au 3e bataillon, les hommes veulent se suicider, déserter ou se rendre. » Alors, on connaît la limite du champ de vision que l'on s'administre par l'étude du cas individuel. On peut toutefois comprendre un homme courageux qui écrit, je le cite, « Qu'on amène ici ceux qui veulent la guerre à outrance. C'est une infecte bouillie humaine. Ici un bras, un pied, une capote pendue aux arbres avec les bras dans les manches. » Donc on peut comprendre que cet homme, encore une fois, ça n'est qu'un cas individuel, mais on peut comprendre que cet homme rêve déjà à ce que la guerre atteigne son terme. Vous avez ici une photographie prise par Loïs Roux du front sur la Somme, et une autre photographie d'un dirigeable, j'ai trouvé ça plutôt rigolo, donc dans la Somme, vous avez cette jolie photographie. Le régiment, après cette offensive terrible, va se reposer d'octobre à décembre 1916 en Argonne, et surviennent les premiers soubresauts de ce qui s'annonce. Je cite encore Loïs Roux. « Il paraît qu'à Sainte-Médéhould, le 3e bataillon, il y a eu des coups de couteau et des cris « Vive la paix !» À Moirmont, la 2e compagnie chantait l'Internationale. » Jusqu'à avril 1917, c'est dans le secteur calme de Saint-Thierry que le 23e RI est affecté. Personne n'est dupe pour autant sur ce qui est en train de se jouer. Pour ceux qui imaginent déjà ce qui va se passer du côté de Saint-Thierry, je cite Loïs Roux, « Pour l'offensive, les soldats n'ont pas confiance parce que pas bien préparés et lignes trop survolées par les avions ennemis. » Et dans une lettre à ses parents le 8 avril, il écrit « J'étais parti dans la Somme avec courage, car c'était une vaste offensive et nous la savions bien préparée. Et cependant, ce fut l'échec. Or, l'offensive présente est mal préparée. On a laissé les avions Boche venir à leur guise et tout est repéré. Et surtout, les Boches, sachant l'attaque, nous attendent. » Alors l'offensive à venir, c'est bien sûr le chemin des dames. Le 16 avril 1917, le 23e RI monte à l'attaque. Et jusqu'au 10 mai, donc un petit peu plus d'un mois, il va perdre à peu près 600 tués, blessés et disparus dans une opération qui est l'échec que l'on sait. La moitié des pertes est subie le premier jour de l'attaque, ce qui est plutôt, comment dirais-je, paradoxal, puisque c'est le jour de succès. Loïs Roux va y réaliser d'assez incroyables clichés. Il prend sur le vif l'une des rares photos d'un vrai assaut. Vous l'avez sous les yeux. C'est l'assaut du premier jour. Et il va prendre aussi des clichés, bien des dizaines de prisonniers allemands qui courent au hasard des lignes françaises. C'est quelque chose effectivement auquel on réfléchit pas très souvent, le sort des prisonniers effectivement post-bataille, une fois que la tranchée est prise. Et vous voyez donc sur le cliché suivant, ces prisonniers allemands en train de courir vers les lignes françaises, un petit peu au hasard. Ceci étant dit, on le sait, l'échec est néanmoins complet, et là, cette fois, le moral flanche. Je le cite. « Si on ne peut pas faire la guerre, qu'on fasse la paix. Nos chefs sont bien tranquilles à l'arrière, décident. Ce soir, on prendra Berméricourt. On nous fait crever, nous sommes des poires, c'est la destruction. On voudrait nous faire tuer tous, on ne s'y prendrait pas autrement. On n'entend que des menaces de mort contre les généraux. On remonte en ligne, disent les poilus, parce que Bulot n'a pas sa 2e étoile. Ce n'est pas la France que nous servons. Nous nous faisons casser la gueule pour les généraux, c'est une guerre d'argent et d'ambition. Si ces gens étaient moins payés et plus exposés, la guerre serait vite finie. » Critique, ça ne surprendra personne, critique classique du temps. Ce qui se comprend aussi accessoirement. Mais voilà, je pense que les mutineries de 1917 font partie des sujets les plus traités dans notre historiographie de la Première Guerre mondiale. Alors l'historique du 23e RI, ceci étant dit, le journal du régiment ne fait pas mention des mouvements de mutinerie des 1er et 2 juin 1917, de la 41e division dont il fait partie. Pourtant, mutinerie, il y aura. Je vous laisserai parcourir, si vous achetez le bouquin, je vous laisserai parcourir vous-même ce qui est finalement plus une révolte d'hommes arrivés un peu au bout d'eux-mêmes qu'une véritable révolution.
Loïs Roux est parfaitement sympathisant du mouvement, il est même inquiété, je le cite. À la liaison où nous mangeons, au moulin, petit à petit, je finis par savoir quelque chose. La patronne, dont le mari est embusqué, a une véritable entreprise de délation. Je me demandais pourquoi ces deux filles et sa bonne étaient si souvent avec nous au moment des repas. C'est qu'elles écoutaient nos paroles, les rapportaient à la patronne qui les transmettait au colonel Brindel. Bon, il ne sera pas plus inquiété que ça, notamment compte tenu des citations et autres avis positifs de son carnet militaire. Ça reste un excellent soldat qui s'est quelque peu fourvoyé, disons, pour l'autorité militaire. Je buvais ma gorgée d'eau réglementaire. Malgré cette atmosphère lourde, on est résolu à réprimer durement l'émeute, nous dit-il. Le 23e Héry n'aura qu'un fusillé et l'armée saura agir avec plus de doigté que lorsqu'il s'agit de sacrifier ses soldats dans des opérations ratées. On fusille quelques personnes, vous connaissez l'histoire, on sépare les bataillons, on poste des gendarmes un petit peu partout, bref, on va tempérer et force est de constater que la répression des mutineries en 1917 est sans doute à cette date l'opération la mieux menée de la guerre par l'armée française. On a parfois dans l'imaginaire collectif la vision d'une répression très forte contre des pauvres poilus épuisés, ce qui, pour le coup la deuxième partie de la phrase est vraie. La répression sera quand même modérée, hein, et assez bien menée pour bien que les tensions s'apaisent assez rapidement. Et donc, le 17 juin jusqu'à la mi-septembre, le 23e Héry va être dans un secteur calme pour faire justement redescendre un petit peu la pression chez les hommes en Champagne. Le 6 octobre 1917, le 23e régiment d'infanterie est catapulté sur la lune terrestre, hein, les environs de Verdun. Les conditions sont absolument abominables. Je cite le journal de marche du régiment. La pluie est tombée sans arrêt ou presque le 11, le 12 et le 13, faisant de l'ensemble du secteur un cloaque immonde, de boyaux bouleversés, de trous inondés, où l'homme ne circule qu'avec les pires difficultés. Les brodequins et les moletières restent dans la boue, toute arme qui tombe à terre est inutilisable. L'isolé qui fait un faux pas et tombe dans un trou risque la mort. 12 soldats du régiment ont disparu au cours des relèves ou des corvées de ravitaillement. L'hypothèse d'un enlisement est permise. Alors au-delà des balles, hein, des obus, de tout ce que vous voulez, c'est aussi ça l'enfer de Verdun, c'est-à-dire que les combats et bombardements ininterrompus font que, bien dans de nombreux secteurs, rien n'a jamais pu être construit. Salut Sajika. Première utilisation du chat. Bienvenue à toi. Sois le bienvenu. C'est pas le meilleur endroit pour arriver, puisqu'on est à Verdun, mais on choisit pas toujours là où on arrive, donc bienvenue à toi. Donc on n'a jamais eu rien de construit dans de nombreux secteurs, le 23e Héry vit littéralement dans des tas de boue. En un mois, le régiment va perdre 200 hommes, dont une moitié d'intoxiqués au gaz, puisque les gaz sont diffusés et vont rester stagnants dans les anfractuosités du terrain. Et comme d'habitude, les secteurs calmes et les secteurs les plus durs s'enchaînent. De décembre 17 à avril 18, on va avoir le 23e Héry qui va se reposer à Bosemont en Meurthe-et-Moselle. L'état d'esprit des hommes, on le constate dans les écrits de Loïs Roux, a largement changé. On voit les Boches se faire marmiter, et je cite Loïs Roux. Sans doute on lance l'inévitable, qu'est-ce qu'ils prennent ? Mais il enferme plus de pitié que de satisfaction. Comment, ceci étant dit, être stoïque quand la besogne ressemble à ceci ? Je vous cite notre cher soldat et son rôle de brancardier. Je vous le cite. Dans une toile de tente, les brancardiers avaient déposé les restes. C'était un amas informe de chair où tout d'abord on ne distinguait qu'un soulier, plein d'un pied coupé au ras de la tige. En scrutant plus attentivement la bouillie déjà malodorante, je vis une main détachée du poignet, la peau du dessus de l'autre main, un boyau qui faisait terni par l'épiderme fendu, point de tête, point de bras, point de jambe. Il fallut chercher là-dedans. Armés d'un bâton, nous cherchions à deux, et détournant un lambeau, nous vîmes un portefeuille. Un livret militaire mutilé nous apprit que l'infortuné était breton et s'appelait Briand. Vous croyez que l'Alsace-Lorraine vaut ça ? Dit un soldat en montrant les corps étendus. Puis ce sont les monts de Flandre, de mai à juillet 1918. Vous voyez une photo de Metz, hein. Après tout, le soldat, le brancardier roux reste un prêtre.
Et encore une fois, eh bien, c'est la guerre du gaz qui cette fois a pris le dessus, puisque le régiment perd assez peu d'hommes, mais il a surtout 650 intoxiqués par les gaz, donc modification un petit peu des voies de la guerre. Et à partir de juillet, eh bien, c'est la contre-attaque sur Château-Thierry, c'est l'offensive à succès qu'on connaît, alors qui va prélever un certain nombre d'hommes, plusieurs centaines d'hommes là aussi, mais offensive à succès. Puis fin août à fin septembre, ce sont les environs de Soissons, l'ouverture de la ligne de l'Aisne, et la fin se rapproche, les hommes le sentent, les propos aussi s'en ressentent. Je le cite, vraiment, nous avons une énorme supériorité d'artillerie et nous n'épargnons pas les munitions. Ça et bien d'autres choses prouvent que nous avons enfin un gouvernement qui veut la fin de la guerre et fait passer la France avant le parti. Bon, on comprend la popularité d'un Clémenceau que notre soldat ne nomme pas puisque son anticléricalisme le rend digne de louanges, mais seulement de louanges anonymes. Et donc, en octobre-novembre, le 23e RI va participer enfin à l'offensive générale en Belgique. On a 300 malchanceux qui vont rester un petit peu sur le carreau dans les derniers combats avant l'armistice. Armistice donc, qui arrive le 11 novembre, j'espère quand même que vous le savez. On peut en rigoler, mais parfois on a quand même des gens qui savent pas ce qu'on fait à certaines dates. Donc profitons-en d'ailleurs tant qu'elles existent et qu'ils nous font pas sauter tous les jours fériés. Donc du 1er mai 1915, donc, qui est la date d'arrivée des deux frères au 23e régiment d'infanterie, au 11 novembre 1918, eh bien, le 23e RI a eu 1112 morts, 1135 disparus et 3503 blessés, en plus de 739 intoxiqués. Ce qui est une moyenne quotidienne, dont bien entendu Joseph Roux, qui est tué en 1915. Et donc une moyenne quotidienne de 5 hommes, eh bien, soit touchés dans leur chair, soit disparus de la surface terrestre, malheureusement. Et donc, ce n'est pas fini, puisqu'à partir de décembre 18, eh bien, Loïs Roux va cantonner avec ses compagnons en face de Düsseldorf, dans un contexte assez tendu. Et pourtant, eh bien, notre homme va faire preuve dans ses écrits d'une certaine lucidité sur le cycle qui semble déjà s'engager. Je le cite. « Il est stupide de brutaliser les Boches et de casser les vitres. Ça n'était pas la peine de faire la guerre 4 ans pour abattre la Kultur si nous employions les procédés de la Kultur. D'autre part, c'est appauvrir les gens à qui nous réclamerons des indemnités et surtout, c'est préparer la prochaine guerre en attisant les haines. » Je trouve que c'est assez lucide, surtout après avoir autant souffert personnellement, après plus de 3 ans sur le front et avoir perdu son frère dans les combats. Il est d'ailleurs étonné, comme un Russe de 1945, du niveau de développement général de l'Allemagne, notamment de l'électrification publique, qui est bien plus développée qu'en France, et d'un certain nombre d'autres choses. Mais j'ai trouvé ça assez... voilà, ça m'a fait sourire de voir ce soldat arriver en Allemagne et y trouver un pays bien plus développé que ce qu'il n'aurait cru. Mais tout a une fin, et en janvier 1919, eh bien, c'est la mère retour au pays. Je le cite, « Chacun va partir de son côté. Reprendre sa vie, en portant le souvenir de quelques heures heureuses, oh, si rares et surtout d'horribles visions, en portant une immense rancœur à cause des vexations et des injustices. J'avais de la France une si haute idée qu'en la voyant si laide, je ne puis réprimer envers elle un sentiment de rancœur. » Le 23e RI sera dissous en 1976 d'ailleurs, donc 6 ans après la mort de Loïs Roux. Et voilà ce qui conclut un petit peu, disons, le propos du livre. Donc pourquoi est-ce que c'est important et qu'est-ce que j'en ai pensé ? Alors commençons par la partie la plus simple, ce que j'en ai pensé. Nous sommes face à un livre qui n'est pas donné, c'est 30 €, ce qui peut en faire réfléchir certains. Alors très clairement, le point fort du livre, c'est sa très riche illustration photographique de 4 ans de guerre. On pourrait être tenté de lire gratuitement à la place les carnets de Loïs Roux, comme je vous ai dit, ils sont numérisés, mais la lecture est assez difficile puisque c'est manuscrit et les carnets comportent aussi, je les ai parcourus quand même, un grand nombre de données d'importance relative, on va dire. Le texte, qui est certes réduit dans le livre, a au moins le mérite d'aller à l'essentiel, d'autant plus que le suivi chronologique qui est choisi
simplifie quand même largement la lecture en sacrifiant à je ne sais quelle présentation qui aurait pu être thématique. On a cette continuité temporelle bienvenue pour suivre un petit peu les propos des deux frères ou les photographies des deux frères, et puis la mise en perspective par rapport aux événements de la guerre dans un contexte de chronologie, on va dire, habituelle. Certaines prises de vue, par exemple de l'exhumation, l'identification des corps par exemple, ça éclaire des processus qui sont quand même assez peu traités. Certaines autres, notamment la première distribution des casques, l'offensive du chemin des dames, présentent des instantanés qui valent un certain prix à une époque où la guerre ne vomit pas encore ces images sur tous les réseaux. On a aussi, à mon avis, alors je ne suis pas non plus un expert de la chose, mais c'est peu de corpus aussi large sur un seul homme et un seul régiment dans toute la guerre, donc évolution des matériels, des combattants, des pensées, des lieux, des représentations, des méthodes, tout ça sur 4 ans de conflit, c'est assez intéressant, tout est photographié, du combat en première ligne à la permission. Et c'est aussi une parcelle de l'ensemble des comportements d'un groupe. Certains ont besoin de boire, certains s'isolent, certains rigolent, mais Loïs Roux a besoin, lui, d'ordonner et rationaliser le massacre. D'où la nécessité d'identifier et enterrer les corps, tenir une parfaite comptabilité des événements et des hommes, c'est presque pathologique. C'est un homme comme beaucoup de poilus dont le travail de conservation et de diffusion des mots et des images témoigne en quelque sorte de son impossibilité, ce qui peut largement se comprendre, d'oublier les épreuves auxquelles il aura été soumis. Alors certes, ces carnets, et même ce livre, auraient sans doute une valeur moins importante, puisque après tout d'autres hommes ont bien écrit sur cette guerre, des deux côtés, même des 3, des 4, des 5 côtés. Les témoignages poignants ne manquent pas. Sans doute que ces carnets ou ce livre auraient une valeur moindre si je me permets un barbarisme, photographomanie, on va dire, n'en faisait un témoignage de première valeur. On comprendra donc, à mon sens, que c'est un livre recommandable. L'intérêt est dans l'image, il est aussi dans l'exemplarité du cas personnel extrait un petit peu de la masse de ces soldats. C'est un témoignage intéressant sur un parcours de guerre, du patriotisme, du ras-le-bol jusqu'à la victoire, témoignage pictural de 4 années si terribles, avec ces hommes fixés sur l'image qui paraissent si loin de nous, et qui sont pourtant quelque part nos semblables. Mais je vous recommande quand même de parcourir éventuellement les carnets photographiques qui sont eux aussi numérisés, sachant qu'il y a une poignée de photographes vraiment connus et reconnus sur le premier conflit, dont ils font partie, et qu'ils ont pris des clichés uniques, vraiment, sur cette guerre. Il y a une poignée d'hommes qui ont pris des photographies d'immense valeur historique sur le conflit, et ils en font partie. Alors on en vient à l'importance d'un tel livre. Alors, c'est difficile de trouver le mot juste, parce qu'on balance toujours entre larmoyance, j'allais dire, du plus jamais ça, alors que on n'en a pas été les acteurs, et on serait bien en peine de savoir ce que ça veut dire ce ça, puisqu'on l'a jamais connu. Et certains écrits patriotiques, même modernes, qui vont nous faire la force de la France sur une terre qui nous appartient plus, et des morts qui n'ont plus grand chose à nous dire. Donc on balance toujours entre ces deux choses-là. Bref, voilà, on est entre le compatriote qui vendrait le pays aux Allemands avant même qu'il arrive, et celui qui se voit en poilu moderne alors que il va à un concert avec des bouchons d'oreilles. Mais c'est un exercice délicat, je m'y refuse. Ce que l'on peut dire, c'est qu'il est de bon ton de se faire piquer un petit peu comme la vaccination, du rappel un petit peu du sacrifice de nos anciens, de certaines de nos racines, de ce qu'il y a de meilleur et de pire dans l'histoire, ce qu'il y a d'admirable et de détestable, et de façon dépassionnée. Voilà. Et c'est regarder par l'image et les mots le parcours d'un homme dans cette guerre, parce qu'on sait tous
ce à quoi on essaye d'échapper, hein, la guerre, on sait que c'est terrible, sauf en sachant qu'on n'échappera pas à l'histoire, et que la même potentialité est demandée à chaque génération d'hommes, hein, pour des valeurs et des raisons qui changent. On a tous lu, je sais pas, toutes sortes de choses sur l'Ukraine qui sort effectivement de cet éloignement temporel pour rejoindre peut-être un éloignement autre, hein, plutôt géographique. C'est un fait, la guerre nous semble loin aujourd'hui, dans un certain sens c'est tant mieux, c'est pas tellement ce genre de livre qui nous y prépare, c'est pas le but, mais c'est voilà, cette boîte de questions qu'on connaît, la plus naturelle étant de se demander comment ces hommes ont-ils tenu, hein, par exemple, et donc se poser ces questions, et donc voir une forme de réponse, c'est déjà essayer de donner un peu de sens à une réalité des événements passés qui est devenue un petit peu lointaine. Certains diraient qu'ils étaient autres, et c'est tout l'intérêt de ce genre de témoignage que de nous rappeler qu'ils sont d'autres nous-mêmes. Ils sont nous à un autre moment, comme l'enfance. Peut-être qu'il y a j'ai un public peut-être un petit peu plus mature et un petit peu plus âgé. Quand vous passez un certain âge, l'enfant que vous avez été ne vous paraît plus être, comment dirais-je, vous-même. C'est un autre vous-même à une autre époque. Pour ceux qui ont un certain âge, qui ont grandi peut-être dans les années 80 ou 90, vous pouvez plus imaginer cet enfant comme vous. C'est un enfant des années 80 et des années 90 que vous avez été. C'est un petit peu la même chose pour ceux qui ont la capacité de projection, et c'est ce qu'apporte le livre, les photographies, les mots, c'est de se rendre compte que ces gens-là, ce sont d'autres nous-mêmes à une autre époque, tout simplement. Et je crois que c'est important, je sais pas si je le transmets correctement, et peu importe, c'est le souci un petit peu de l'improvisation, mais j'ai toujours cette sensation, effectivement, c'est l'importance du livre, c'est aussi l'importance de l'image, c'est de retrouver d'autres nous-mêmes. Voilà, ce n'est pas nous, c'est nous à une autre époque. Et je crois que c'est cette filiation qu'il est bon de retrouver avec ces livres-là, et ne pas oublier, effectivement, ce qui permet aussi de transcender les soucis que l'on peut avoir de filiation, de, comment dirais-je, pour les gens notamment issus de l'immigration, aussi européenne, hein, bien entendu, mais c'est de se dire que il est difficile de se projeter en tant que néo-français dans cette ancienne France. Par le biais de cette voie-là, je crois que c'est tout à fait possible de se dire que ce sont simplement d'autres nous-mêmes à une autre époque, et que ça transcende effectivement des notions notamment de nationalité. Bon, voilà, je n'irai pas plus loin, je suis bien en peine de trouver les mots justes pour caractériser ce que vous et moi, malgré des opinions parfois divergentes, partageons, ce qui fait de nous des Français, la reconnaissance gratuite et sans arrière-pensée envers les sacrifiés, tenter de connaître de leur personnalité, de leur vie, de leurs actes, accepter aussi le legs du passé, hein, qui est celui qui nous forge un destin commun. Donc voilà, le livre en tant que tel, en tant qu'objet, une importance notamment picturale, ces livres de sorts personnels, de témoignages personnels, ont toujours cette importance un petit peu du vécu, des mots qui touchent, et de la possibilité de se mettre à la place de celui qui les prononce. Voilà. Donc voilà pour ce soir, on termine par une phrase et une note, hein. La note sera de 52 mois sur 10, et la phrase, je vous le cite: en signant l'engagement le 23 mars 1915 pour passer au premier bataillon du 23e RI et donc monter au front, Joseph prononce des paroles prémonitoires. Quand Joseph a signé, il dit « La condamnation est mort signée ». Je dis « C'est possible ». Lépine ajoute « C'est probable ». Voilà pour ce soir, voilà pour la présentation de ce livre. Que je vous recommande. Il est un petit peu cher, voilà. Donc si vous avez envie d'une petite échappée photographique en pleine Première Guerre mondiale, eh bien allez consulter les carnets qui sont numérisés. Si le livre vous intéresse en tant qu'objet, eh bien vous pouvez vous le procurer. Je trouve qu'il est peut-être un petit peu cher, voilà. Mais c'est encore une fois, on n'a pas énormément de témoignages photographiques de cette qualité et de cette ampleur. Donc ça se paye sans doute d'un certain prix. Voilà, pour ce qui est du programme,
On se retrouve mercredi pour rattraper, donc mercredi dernier où je n'ai pas pu streamer et pas pu faire de vidéo. Donc on se retrouve mercredi pour parler des désastres coloniaux, donc sous forme de tier list. Voilà, donc on va faire une tier list de une vingtaine de désastres coloniaux, 20 si je dis pas de bêtises. Donc on va faire 10 cette semaine et 10 la semaine prochaine. Vendredi, on se retrouve donc pour la 5e session de notre GPO sur Europa Universalis 4. Donc ce sera normalement la première session libre, entre guillemets, où les gens seront bien susceptibles de se faire la guerre à outrance et de éventuellement éliminer des joueurs, on verra. Et dimanche, eh bien, nous resterons en guerre, puisque nous parlerons de Caput, de Curtio Malaparte. Donc nous allons parler d'une guerre, mais d'une autre guerre, avec un autre auteur. On parlera cette fois de la Seconde Guerre mondiale, vue par un des plus grands auteurs italiens du XXe siècle. Mais nous resterons dans le monde en guerre. Ouais, note-toi le nom du livre, ouais, effectivement, il est plutôt sympathique. Il est assez original en soi, puisque je suis pas sûr qu'on ait tant de livres vraiment autour de la photographie et autour du destin, on va dire, d'un soldat sur les 4 ans de guerre. Donc je trouve qu'il a une certaine originalité. Voilà, pour ceux qui sont sensibles, qui aiment ce conflit-là, qui s'intéressent à ce conflit-là, qui sont sensibles aux témoignages personnels, aux carnets de guerre. C'est assez intéressant. Moi, j'aime assez bien. J'ai cette fibre-là. Il y a d'autres choses qui me plaisent moins, mais voilà. Donc après, il est pas donné malheureusement, donc c'est un choix à faire. Donc voilà, eh ben écoutez, je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne fin de soirée plutôt, un bon début de semaine, et on se retrouve mercredi pour parler des astres coloniales. Et donc je vous souhaite à tous bonne fin de soirée et à bientôt.